Pas la dernière, nous avons juré, je ne dirais pas juré, mais nous avons pris l'engagement de pouvoir reposer tout ce que nous faisons en termes d'action gouvernementale. Nous allons reposer tout sur les devoirs de redevabilité. Et comme nous l'avons dit l'autre fois et toujours, que la seule façon d'être redevable devant notre peuple, c'est passer par vous, la presse qui est déjà ici, passer par vous pour que ce que nous faisons devoir commencer. Il va tout à l'heure là donner l'image générale dans ce ministère et tout ce que le gouvernement est en train de faire. Mais bien avant d'en arriver là, permettez-moi, mes chers, de pouvoir dire merci à son justement permis que nous soyons là. J'ai cité Excellence Jean-Paul Bobo-Kapo. C'est parce qu'il a voulu que nous sommes là. Nous sommes membres de son équipe gouvernementale et c'est son action que nous sommes venus présenter ici. Au même moment, faisant d'une pierre deux coups, je rends mes hommages les plus différents au président de la République, Excellence Félix Antoine Tshisekedi, lui qui ne dort pas pour que le Congo soit debout comme il l'est, et nous lui rendons aussi ces hommages-là. Alors sans plus tarder, je vais devoir accorder la parole à son Excellence. J'espère qu'il va commencer par se présenter. Je crois que vous le connaissez, vous êtes de la presse, mais quoi de plus normal que de commencer par là, qu'il se présente. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'occasion justement pour que nous soyons tous, nous émettons à la même longueur d'onde. Excellence, chers collègues, merci beaucoup vous, messieurs et dames de la presse, pour ces jours. Je sais que c'est la première fois que nous nous présentons encore devant votre micro. Je me nomme Elias Zéko-Pianeta. Je suis ministre provincial en charge des finances, économie et politique. Pour présenter la situation de mon ministère. Ce ministère des Finances, c'est le ministère qui est au centre, qui est transversal, puisque nous gérons les finances et aussi l'économie. Et je pense bien que pour réaliser et matérialiser la politique provinciale, il faut avoir des moyens. Et le moyen, c'est lui qui est appelé à le mobiliser. C'est mon à travers mon ministère et les services qui sont dans mon ministère. C'est ainsi que je vais vous parler d'abord de la politique provinciale. Je pense bien que toute autorité qui vient à la tête de notre province, d'abord, a une vision. Et je ne saurais pas dire que les visions sont différentes, puisque la vision, c'est pour le développement de la province. Et comment est-ce que nous pouvons développer notre province? Et qu'est-ce que nous allons faire pour développer notre province? Pour développer notre province, on a besoin d'abord de la population, une population active. Nous avons des cadres juridiques. D'abord, nous avons notre constitution qui donne aussi à chaque province, comme nous sommes dans la décentralisation financière, qui donne à chaque province des voies et moyens et des prérogatives pour pouvoir avoir des moyens. Et ces moyens, comment on peut les avoir? D'abord, il y a d'abord la loi des finances qui donne d'abord les voies et moyens pour comment récolter ou bien recouvrer les impôts, les taxes, les droits, les redevances. Il y a encore la loi qui donne la nomenclature même de ces actes-là. Ce que tel acte, voilà les frais à payer, tel acte, voilà les frais à payer. Et ensuite, on nous donne la procédure. Comment est-ce que nous avons pris, je parle du gouvernement Kapo, nous avons pris la province dans un contexte financier un peu, donc qu'est-ce que j'ai dit, très peu
favorable parce que quand on a donné lors de la reprise, quand on a donné la consistance, l'effet que nous avions à ce moment-là dans la caisse, il faut avouer que ce n'était pas facile, mais comme c'était le début, qu'est-ce que vous voulez, on a commencé dans ce sens-là et aujourd'hui nous sommes déjà à un certain niveau, mais il ne faut pas qu'on perde de vue que nous avons commencé dans un contexte financier très compliqué. Alors, si cela est dit, vous avez suivi Excellence, Monsieur le ministre en charge des Finances, et je crois que ce n'est que une situation générale qu'il a donnée, et de manière très synthétique et de manière amassée. Alors, si vous avez des voix à dire, ou si vous voulez, si vous avez des questions à poser par rapport au secteur des finances, peut-être que le ministre ne l'a pas signalé, nous sommes en pleine opération de recouvrement forcé qui a été lancé, je crois, le 2 octobre passé. Alors, tout cela, c'est pour arriver, bien entendu, à mobiliser les fonds qui vont nous permettre de, comment dirais-je, de rendre effective l'action de notre gouvernement. Mais on va essayer de synthétiser, soit fusionner deux questions pour en faire une. Excellence, Monsieur le ministre en charge des Finances au Kasaï-Oriental, la gestion de la fiscalité au niveau de notre province est marquée par des faiblesses dans le mécanisme de recouvrement des recettes. Cette situation entraîne une forte dépendance de la province, une forte dépendance bien sûr à la rétrocession des recettes à caractère national. Quelles sont les stratégies au niveau du gouvernement provincial avez-vous mises en place pour pallier à cette situation, bien relever ce défi? Je peux ajouter. Est-ce que je peux répondre déjà à cette question provinciale? Et vous allez au niveau national. Au niveau provincial, il y a des actes qui sont répartis. Il y a des actes pour les nationales et pour les provinciales. Pour les nationales, c'est la DGI, la DGRAD, la DGDIA. Et ce sont ces institutions-là qui récoltent, qui recouvrent ces actes-là. Et nous, on ne gère pas ces institutions-là. Ces institutions dépendent du gouvernement central. Et lorsqu'il y a une faiblesse, c'est que la faiblesse se trouve au niveau de ces institutions-là qui passent au recouvrement. Puisque nous avons une régie provinciale pour recouvrer les recettes à caractère provincial. Monsieur le ministre, la province qui dit pour les motos, on suspend toutes les taxes. Oh, chaque engin circulant sur la voie publique est censé payer une taxe ou un impôt quelconque. Oui, là, au niveau de la régie financière, laissez-moi terminer. Spécifique, on puisse spécifier les choses. C'est ce que je dis. Je l'ai dit puisque vous avez parlé du problème de la rétrocession. La rétrocession que nous avons, c'est l'argent qui est récolté par la DGRAD, la DGI, la DGDIA. Cet argent, on prend les 100%, on envoie au gouvernement central. Et le gouvernement central nous restitue les 40%. Et ces 40%, quand j'ai parlé de la difficulté sur la rétrocession, c'est ces 40%-là à nous rétrocéder qui ne vient pas. Mais quand vous parlez de la fiscalité, la faiblesse de la fiscalité au niveau provincial, je l'ai dit, nous avons encore un problème de culture fiscale. Mais c'est un problème que nous pouvons toujours résoudre. Vous savez, même un enfant n'a rien. Il va à l'école et il va commencer à apprendre. C'est ça, c'est ce que nous pouvons faire. Oui, j'ai entendu le mot dans ce que Mathias a dit. Il parle d'une certaine dépendance. Une forte dépendance de nous, provinces. Les agents qu'on attend la réponse. Non, mais il faut comprendre que tout ça, ça rentre dans le système fiscal.
C'est-à-dire, en commençant par la Constitution, on a prévu cette rétrocession-là, qui va faire que, pour que ça puisse fonctionner au niveau de la province, il faut nos propres ressources et cette ressource-là. Et à partir du moment où on n'a pas cette rétrocession, il n'y a pas moyen de fonctionner. Peut-être c'est ça que vous appelez dépendance. Mais c'est prévu comme ça. La loi a prévu qu'il y ait des ressources propres à la province que nous recouvrons, bien sûr avec cette difficulté. Mais il y a aussi l'argent qui doit venir de la rétrocession. Pour que ça puisse fonctionner, il faut mettre les deux ensemble. Et le ministre, oui, le ministre vient de dire que des fois, vous le savez, la rétrocession ne vient pas toujours au moment où nous l'attendons. Ça va créer une faiblesse. Et c'est ce que vous appelez dépendance, mais ce n'est pas dépendance. C'est comme ça que c'est fait. Vous n'allez pas dire que pour manger, il faut utiliser la main. Et chaque fois, on le fait comme ça. Mais comment toujours... Non. Le système, il est conçu comme ça. Sans l'argent de rétrocession, il est difficile pour la province ou les provinces de fonctionner. Aux taxes et aux impôts à la culture fiscale au niveau du Kasaï oriental pour maximiser les recettes. C'est d'abord vous les médias, pour sensibiliser cette population à la culture fiscale. Deuxièmement, il y a eu la fois passée un dialogue fiscal. Ce dialogue fiscal, on a fait appel à la société civile, on a fait appel aux fédérations des entreprises du Congo, on a fait appel aux confessions religieuses, on a fait appel au pouvoir public. Et dans notre régie financière, c'est que d'abord, les gens que nous avons, il y a des experts, il y a des cadres, des autres agents pour pouvoir récolter ces ressources. Et nous avons déjà un projet pour la numérisation de notre régie financière. C'est ce que nous avons analysé que c'est une voie aussi possible qui peut quand même nous aider à pouvoir recouvrer ces recettes-là sans avoir assez de difficultés. Si on parle de culture fiscale ou bien d'incivisme fiscal, ça s'est dit beaucoup plus chez nous au Congo, pas seulement au Kasaï. Et je crois que l'une des manières de sensibiliser, c'est par exemple ce que nous sommes en train de faire. Parce que si ces messages arrivaient à notre population pour faire comprendre que pour que l'appareil de l'État puisse fonctionner en province, il faut qu'on puisse payer nos taxes et nos impôts. Et vous, en tant que médias, vous êtes suivis par cette population-là. Si vous nous aidez, ou si vous aidez le gouvernement, je pense que vous-même faisant partie de cette population-là, les choses peuvent marcher. Donc, si y a des gens qui résistent, qui ne comprennent pas que partout au monde, la base de ressources, ce sont les taxes et les impôts. Le reste va venir après. Mais chez nous, il y a encore des difficultés comme ça. Mais c'est ce que nous disons. Si le message peut arriver dans vos différentes émissions, les espaces que vous animez, si un petit mot passe dans ce sens-là, je crois que, tel que je connais nos journalistes, vous serez suivis et peut-être que si aujourd'hui nous sommes à 4%, une semaine après, on peut être à 15%. Et ainsi de suite, on va monter des niveaux. Oui, je vais donner un petit exemple. Vous voyez, quand on parle du budget de l'État, ce qui constitue l'épine dorsale, c'est que la mamelle même du budget de l'État, ce sont les impôts. Exactement. Je donne l'exemple de l'impôt foncier. L'impôt foncier, si tout Kasaïen parvient seulement d'abord à payer son impôt foncier, nous allons réaliser des choses dans notre province. Qu'est-ce que j'ai fait par exemple pour l'impôt foncier? J'ai pris l'encre avec mon collègue de l'Intérieur. J'ai même sollicité l'appui de mon collègue de la justice. J'ai contacté le bourgmestre, on a échangé. Nous avons pris certains agents de la DGCAOR et même de mon cabinet qui
commence à aller d'abord assister dans des réunions de bourgmestre avec les chefs de quartier, afin que les chefs de quartier commencent à sensibiliser leurs entités au paiement d'abord de l'impôt foncier. Chacun a cette obligation de payer l'impôt foncier et c'est cet impôt qui peut nous rapporter beaucoup. Et aussi l'impôt sur les revenus locatifs. Cet impôt-là, puisque l'impôt foncier est annuel, on paye cet impôt au mois de janvier et février. Mais l'impôt sur les revenus locatifs, c'est un impôt qui est permanent. Du mois de janvier jusqu'au mois de décembre, c'est que les bailleurs prélèvent sur les loyers 20% qui doit être payé au fisc. Et la loi demande à ce que les locataires prélèvent 20% dans les frais de loyer. Et il peut déjà lui-même payer ça auprès des fiscs. Voilà ce que je peux dire pour cet impôt-là. Et je sais bien que vous allez quand même rayer le message auprès des institutions. Est-ce que j'ai déjà pour payer l'impôt foncier? Merci. On prend d'abord madame. Vous m'avez un peu échappé. Hortense de la radio Fraternité. Merci, Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement sur l'initiative. Parce que la population attend beaucoup de ce gouvernement. Nous comptons à la population et louable. Aussi, merci au ministre des Finances d'avoir accepté. Ce n'est pas un exercice facile. J'ai une petite question et quelque chose comme élément. La population du bassin communautaire n'a pas cette titre fiscal. Il y a eu des politiciens qui ont éduqué cette population comme ça. Ne payez pas. Parce que ce que vous payez, vous ne voyez pas de réalisation. Faudrait-il commencer à demander à la population de payer ou faudrait commencer par l'éducation? Si vous commencez par éduquer cette population, ils vont payer. Une petite question, c'est la présence de la police économique sur les marchés. Que fait cette police économique sur les marchés? Cette police collabore-t-elle avec la division des finances? Parce que nous avons vu autant de magasins être scellés. Même si la personne a pris les documents, mais la police ne les démontre pas. Elle arrive à sceller des magasins d'ouverture économique. Pouvez-vous nous donner un peu de lumière sur cette question-là? Si vous permettez, je vais terminer avec le guichet unique nous a permis de canaliser les fonds. L'argent qui est perçu sur les marchés, c'est de main à main. Peut-être qu'il y a des petits documents. Comment vous comptez sécuriser les fonds qui sont perçus sur le terrain vers les trésors publics? Merci. Merci. Question qui concerne la police économique. Oui, c'est une question, c'est aussi ma préoccupation. On a soulevé même cette question lors du dialogue fiscal. Et après le dialogue, j'ai initié une correspondance pour demander à l'inspecteur même de la police judiciaire de nous envoyer les éléments de la police des crimes économiques et financiers. Et jusqu'à ce jour, ils ne sont pas venus, mais Dieu aidant, le ministre de l'économie nationale est sur place ici. Hier, nous avions eu un échange avec lui. C'était moi, le ministre de l'Intérieur et même l'inspecteur de la police judiciaire, de la police économique. On a échangé, j'ai soulevé ça. Je n'ai pas gardé ma langue devant le ministre. Je lui ai dit que nous avons un problème. Avant votre arrivée, j'avais sollicité une séance de travail avec la division de l'économie et la police économique, puisque nous avons constaté une tracasserie chez les opérateurs économiques. On m'a envoyé des vidéos, comment la police parvient même à sceller certaines maisons commerciales. Et
c'était au cours de cette séance de travail que je devrais demander aussi à la police économique de nous donner ses attributions lorsqu'ils sont sur les marchés. Ainsi, le chef de division de l'économie a fait voir que la police économique était créée pour accompagner les agents de la division de l'économie nationale. C'est que partout où ils partent, ils doivent les accompagner. Et cet accompagnement s'est fait sur appel de la division économique. C'est que la division de l'économie nationale, ils n'ont pas vraiment cette prérogative-là d'aller demander, comme ils sont en train de le faire, puisque on l'a montré noir sur blanc, que la police économique, excusez, je reviens un peu, à la création de la police économique, il marchait très bien avec la division de l'économie nationale. Et à un moment, lorsque la police économique a vu ce que fait la division de l'économie nationale sur les champs, sur le marché, la police économique s'est attribuée cette tâche-là de commencer aussi à demander ce que la division de l'économie nationale demandait au marché. C'est ça la confusion qui est là, et on commence maintenant à voir de convocation, des scellages, tout ça. Nous l'avons exposé devant Anne, il a pris acte. Lui-même, il était outillé, il avait toutes les ordonnances concernant cette dimension. Il a relevé l'article 8 de l'ordonnance qui spécifiait le rôle de la police économique des crimes, la police des crimes économiques et financiers. Il a précisé ça, il a fait voir que c'est que il revient à la division de l'économie de faire son travail sur la structure des prix, sur les contrôles, et si la division constate qu'il y a des choses qui ne cadrent pas, c'est ainsi qu'on réquisitionne la police, je le dis bien, des crimes économiques et financiers. C'est qu'ils viennent lorsque on constate qu'il y a ça ne va pas. Mais ce que nous constatons sur le terrain, c'est autre chose. C'est ainsi. Il l'a dit, avant son retour, on aura une séance de travail avec l'autorité provinciale et il va faire d'abord rapport au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Celui-là qui a en sa charge la police pour quand même recadrer la police des crimes économiques et financiers afin qu'elle puisse s'occuper à faire ce qu'on lui demande de faire. Voilà. On paye ou qu'on ne paye pas? Parce qu'il y a des gens qui ont sensibilisé dans un sens contraire. Oui, effectivement. Nous avons connu des choses dans notre pays où les gens ont payé. Je me souviens dans l'ancien temps comment est arrivé ce système. Les gens n'ont pas pu avoir confiance auprès de l'État, même auprès des institutions financières comme les banques. Dans notre province ici, il y a eu un système de jetons auprès des banques. Hein, bon, les autres étaient encore enfants. Des gens avaient leur argent en banque, dans nos banques ici. Et à un moment, c'était du temps du président Mobutu, où vous alliez à la banque pour prendre l'argent dans votre compte. On a commencé d'abord par des limites. Non, voilà, on prend sur tel seuil. Et à un moment, les gens étaient restés avec des jetons. Et tout l'argent dans des banques, c'était parti. C'est depuis ce temps-là que les gens n'avaient plus confiance dans des institutions. Si vous voyez aujourd'hui, les gens gardaient l'argent dans la maison, c'est à cause de ce qu'ils avaient connu. Beaucoup de gens avaient perdu de leur argent. Et ensuite, je sais bien que nous sommes dans un régime du rendez-vous, du donner et du recevoir. Et vous savez, le système qui nous avait caractérisé, c'était un système dictatorial
Et c'était un système où on demandait seulement à la population de donner ce aux opérateurs économiques de payer leurs actes, leurs impôts et taxes. Mais il y a cet échange-là. Quand on paye, la population aussi voit quand même des réalisations de la part de l'État. Nous avons vécu longtemps que les gens payaient, mais ne voyaient pas l'État faire quelque chose. Mais aujourd'hui, comme on l'a dit que le poisson commence à courir par la tête, aujourd'hui nous voyons que notre pays, d'abord le gouvernement central est en train de faire des réalisations dans notre pays et dans notre province. Vous, les hommes et femmes de médias, vous les voyez, et la population kassaïenne voit ça. Cet argent, je le confirme encore, c'est votre argent. L'argent que vous avez payé à la DGI, à la DGRAT, à la DGDA. C'est cet argent qui part et qui vous revient sous forme maintenant des investissements. Et si cette population kassaïenne accepte aussi de payer les taxes allouées à la province, vous allez voir encore des réalisations de la province. Ici, là, vous allez nous parler de 100 jours. Voilà. Mais le gouverneur Mbebo Kapo va vous réaliser les 100 jours, même réduits. L'argent vient de vous. Demandez à cette population de payer et d'attendre maintenant le retour. La redevabilité. Voilà. La redevabilité, ça ne sera pas un discours, mais la redevabilité, ça sera les actes. Vous allez voir les actions à impact visible qui va quand même faire en sorte que vous soyez quand même satisfait. Moi, je pense que cette pratique, c'est une pratique sombre qu'il ne faut pas encourager. Comme on a dit, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Lorsque la population, que nous sommes tous, que vous êtes, nous payons nos taxes, nous payons nos impôts, il faut qu'à un moment qu'on attende maintenant voir ce que cet argent-là fait. Effectivement, c'est ce que nous sommes en train de dire. Commençons, parce que entre les réalisations et le paiement des... Ce qui vient avant, c'est d'abord les impôts et les taxes. Quand on aura payé, on peut alors attendre quelque chose pour voir si cet argent-là est utilisé à bon escient. Et c'est ça le serment que le gouverneur Jean-Paul a fait pour que sur terrain, on voit quand même des réalisations, et cela à tous les niveaux. Parce qu'on peut seulement penser que quand on parle de réalisation, c'est quand on... Est-ce que les relations sont comptes? Parce qu'autrefois, nous avons assisté à une petite guerre des refus d'échange d'informations entre l'IGF et le gouvernement passé. Est-ce que actuellement, vous avez un très bon entre l'IGF? Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'une transparence financière. Et si les relations sont en bon fixe, pouvons-nous avoir le calendrier exact où l'inspection des finances viendra pour contrôler toutes les transactions financières effectuées au niveau de la province? Ça, c'est le calendrier de l'IGF. Non, les cas passés après le gouvernement, nous devons savoir toutes les transactions qui seront opérées au sein de ce ministère. Et l'IGF étant patron, étant la police, je pense que l'IGF nous permettra également de voir un peu clair par rapport... Mais ça, ce sont des documentations ou des documents qui sont du ministre en charge des finances. Notre action a commencé, je l'ai dit, c'est le 2 qu'on a lancé les recouvrements forcés. Est-ce que depuis les 2, vous avez constaté que même un présage ou un signe qu'il y aura violation de droits pour recouvrer les taxes? Je ne pense pas. Peut-être que votre question vient un peu par avance. Mais moi, je ne pense pas qu'il faudra violer la loi pour recouvrer les impôts et taxes. Non. Les recouvrements forcés est légal. Et c'est ce que la loi prévoit que nous sommes en train de faire. Celui qui résiste, la même loi prévoit ce qu'il faut faire en cas de résistance alors que vous êtes obligé. Je vous dis ça en tant que juriste pour vous préciser que la loi n'est pas une parole d'évangile. Lorsque vous n'observez pas ce que la loi dit, on vous contraint. C'est comme ça la loi, on contraint.
la loi est accompagnée d'une contrainte. C'est ça qui fait la différence entre les règles de droit et les règles de morale, la Bible, l'Église et tout ça. Donc, tout ce que nous allons faire, toute notre action sera basée sur la loi. Lorsque vous allez constater, ne parlez pas par une façon de supposer ou bien une façon de faire des hallucinations. Allons-y dans les concrets. Si vous avez constaté même un petit signe qui aura violation de droit, dites-le. Mais jusque-là, je ne pense pas que même un petit signe, non, nous allons appliquer la loi. Si on ne peut pas concevoir dans une province comme la nôtre, qui est presque la dernière en termes de dimension, même en termes de vie, qu'on dise que quelqu'un refuse de payer ce qu'il a comme taxe et impôt. Mais la loi ne reste pas à bras croisés pour dire qu'il faut payer. Quand quelqu'un ne paye pas, oui, ça passe comme ça. Non. Quand on ne paye pas, il y a des mécanismes. Et vous voyez, aujourd'hui, on parle du recouvrement forcé. Donc, il y a d'abord un recouvrement, on peut dire libre, avec charme, avec tout ce qui va avec. Mais quand on dit qu'il s'agit du recouvrement forcé, c'est que nous sommes dans une situation d'exception. Celui qui ne veut pas, on le contraint. On parle du recouvrement forcé. Vous savez, nous avons un calendrier fiscal et ce calendrier fiscal nous donne les prérogatives de procéder à ce recouvrement, je pense, 2 fois l'an. Et cette année, exceptionnellement... C'est une première fois. Ah oui, il n'y a que cette phase finale du recouvrement forcé. Et quand moi-même j'ai lancé ça, je n'ai pas donné des bâtons ou bien des fouets aux agents. J'ai donné la parole, j'ai dit non, allez. D'abord, j'ai utilisé les termes, ce sont vos frères et vos sœurs. Allez avec la parole pour dire aux gens, non, non, mon frère, ma sœur, là où vous êtes dans l'obligation de payer l'impôt, vous êtes dans l'obligation de payer la taxe. Pourquoi? Peut-être vous utilisez la route de l'État. Cette route que vous utilisez, ça va se détériorer, mais qui va arranger ça? C'est l'État. C'est pourquoi l'État vient auprès de vous. Messieurs, comme vous avez un engin roulant, il faut payer la vignette. Mon frère, payez la vignette, payez la patente. Messieurs, vous êtes au marché, vous utilisez quand même les cadres de l'État. L'État vous sécurise, mais l'État veut prélever quelque chose, insignifiant, soit-elle, sur tes revenus. Veuillez payer. Nous avons que les gens qui comprennent que nous avons les devoirs. Puisque quand nous parlons de ces choses, c'est que on est en train de nous initier à la prise en charge. La province doit se prendre en charge. Le Congo doit se prendre en charge. Vous savez que notre économie est toujours extravertie. C'est que tourner vers l'extérieur. Aujourd'hui, pour manger, l'alimentation de première nécessité, pour manger ça, nous sommes incapables de fournir, de nous autosuffire. Il faut quémander. Et le président de la République l'avait fait voir. Vous dites les dollars augmentent, ça augmente. Vous ne savez pas pourquoi ça augmente. Ça augmente pourquoi? Parce que chaque fois que vous voulez manger, vous prenez ce que vous avez comme argent, vous faites sortir ça à les frontières de votre pays. Mais vous, qu'est-ce que vous exportez comme marchandises en dehors de votre pays pour vous rapporter aussi des devises? Et c'est ce mouvement-là qui fait que notre monnaie puisse toujours baisser et perdre sa valeur. Et voilà ce que c'est que quand nous payons l'impôt, les taxes, nous allons nous prendre en charge puisque nous nous sommes assignés que ces impôts-là, nous devons bien les gérer. Il y a le contrôle citoyen qui est fait par la société civile, par la FEC, par d'autres organisations et même par l'IGF. Vous avez posé la question concernant l'IGF. Nous sommes en bon terme avec l'IGF. L'IGF n'a pas encore communiqué. La fois passée, ils avaient dit qu'ils viennent ici. Nous avons demandé, vous venez quand? Ils ont dit non, non, on vient d'abord pour les aider. Ils sont venus, ils sont partis. Quand ils viendront, ils sont la bienvenue chez nous. On va pas s'en passer parce qu'ils l'ont fait
Ça nous commence pas avec vous. C'est depuis longtemps la situation économique de la province et je dirais dans un état d'extrême précarité, caractérisé par une conjoncture alarmante et des indicateurs financiers en perpétuelle dégradation. Face à tout ça, ma question, la première d'ailleurs, est de savoir... L'unique. La première, oui, parce qu'il n'y aura pas une deuxième. C'est une question. Bon, alors la question c'est celle-ci. Face à l'obligation de mener un recouvrement forcé qui atteint son efficacité dans une province qui a tous ces problèmes que je viens d'évoquer, et face à la possibilité d'alléger les charges fiscales pour les petits commerçants et les entreprises en difficulté. Comment comptez-vous concilier ça? Vous avez un recouvrement forcé à faire qui doit être efficace, mais face à des charges fiscales que vous devez quand même alléger pour des petits commerçants et des entreprises qui sont en difficulté. Et la dernière question, c'est de savoir pourquoi la structure des prix n'est pas respectée au Kasaï oriental. On sait tous que c'est toujours difficile pour un État d'imposer des monopoles dans la fixation des prix, mais l'État intervient quand même comme régulateur, particulièrement dans les secteurs sensibles, stratégiques, et, par exemple les carburants, les biens de première nécessité. Vous allez voir un méga de maïs à Babadiana vendu à un autre prix, vous allez à Touniema à un autre prix. Je prends également l'exemple des billes de boissons, des terrasses. Une même bière en Moujimaï se vend à des prix multidimensionnels. Pourquoi on ne peut pas respecter la structure de prix dans notre province? Je vous remercie. Pour, par exemple, la mesurette de maïs, nous sommes sur cette situation-là. On a eu des rencontres et on prévoit encore d'autres rencontres avec les vendeurs de maïs pour un peu chercher comment stabiliser. Voilà ce que nous avons pris comme mesure et nous avons même déjà commencé à lancer certains communiqués dans ce sens-là pour unifier quand même la mesurette. Vous le savez, là au marché, la différence, quand on a échangé avec les tenanciers de dépôt et même les vendeurs de maïs, la différence, cette différenciation vient par le fait que les mesurettes sont différentes. Il y en a qui ont ce qu'on appelle le Pimoyamba, il y en a qui mettent, pour mettre ça, il faut même la main et l'avant-bras, tout ça, et ça a un impact sur les prix. C'est ainsi que nous sommes déjà sur la ligne, puisque la fois passée, la rencontre c'était seulement avec les commerçants des marchés Bakwadiana. Nous avons voulu maintenant le faire avec tous les commerçants de la ville qui vendent les maïs, et pour donner cette instruction-là, le dépôt qui va utiliser différentes mesurettes, les mécas là, on va sceller ça et ils vont payer des amendes. Mais on ne peut pas y aller directement, mais voilà l'objectif que nous avons. Il faut parvenir à avoir une seule mesurette et demander aux gens de mesurer, hein, de travailler simplement là, pas des histoires de dire non, moi j'aimais comme ça et c'est celui-ci. Voilà ce que nous faisons. Je sais bien que la situation économique c'est difficile, mais dans cette conjoncture on doit quand même aussi se faire des sacrifices. Vous avez dit que nous traversons des périodes un peu difficiles, effectivement, mais je vous donne un exemple un peu vulgaire. Nos amis, par exemple les motards, c'est depuis le mois de janvier qu'ils utilisent la voie publique. Et la plupart ne sont pas propriétaires de ces motos. Ils versent dans les contrats signés avec les propriétaires de motos. C'est chaque jour qu'ils versent de l'argent. Et si on lui dit, pour toute l'année, payer pour la vignette $25, pour payer pour la patente $20, ils disent que non, il y a multiplicité de taxes. Alors que ce qu'ils payent là, c'est pour les 12 mois. Et faites vous-même les calculs. L'État, puisque lorsqu'on parle de l'impôt de taxes, c'est qu'on veut prélever quelque chose sur vos revenus, mais qui ne vous
font pas quand même du mal. Mais dites-moi, jusqu'à ce jour, ces gens-là, les responsables de motos ne veulent pas payer. Et nous parlons même du recouvrement forcé. Le gouverneur de province, il vient à peine d'arriver. Quand je lui ai parlé de ça, lui, en tant que père de famille, il a dit, oui, j'accepte le recouvrement forcé, mais en tant que père de famille, enlever d'abord les pénalités. Demander à la population, c'est notre population, comme ils sont en difficulté, mais qu'ils versent quand même quelque chose pour qu'ils nous permettent aussi de mettre en place notre politique. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Nous y allons mollo mollo pour que nous puissions quand même atteindre notre objectif. Il y a toujours moyen de concilier la rigueur de la loi et ce que vous avez dit, la précarité des vies. On ne peut pas faire comme si la loi tombe du ciel. Non, ce sont nos lois, c'est nous qui les avons formées et nous pouvons les amender ou les utiliser avec un cœur. Parce que vous n'allez pas trouver, par exemple, je donne un exemple très banal. Vous trouvez une société qui, dans tout ce qu'elle fait, ça revient à $200. Mais cette société-là commet une infraction. Mais lorsque vous allez imposer les amendes, vous fixez les amendes à $1000. Mais tous les chiffres d'affaires, c'est 200. Vous avez tué la société. Et c'est comme ça que nous perdons chaque jour. Il faut, je l'ai toujours dit, qu'on arrive à concilier la loi et la vie que nous sommes en train de mener. Il ne faut pas qu'on utilise nos lois comme si on les utilisait aux États-Unis. Ça ne va pas tenir. Ce qui a fait réussir aux États-Unis ne fera pas réussir au Congo forcément. Non. Parce que nous avons des contextes différents, nous avons des peuples différents. D'ailleurs, nos langues sont différentes. Donc, il faut que nous adaptions tout ce que nous avons à faire, même si nous copions, mais nous devons adapter. C'est notre population, même si on utilise le terme du genre, ce sont vos frères, faites-le, vous le faites pour l'intérêt général. Voilà. C'est avec cette approche-là que nous croyons que si tout le monde arrivait à comprendre, je pense, à mon avis, que ça peut marcher. On n'a pas dit que il faut y aller par toutes les extrémités. Ça ne va pas marcher. Oui. J'ai plusieurs questions. Je vais résumer en une question. C'est assez simplement. Très bien. Tambour. C'est le ministre des Finances. Lorsqu'il y a un nouveau gouverneur au Kasaï-Oriental, parmi les premières décisions qu'il prend, c'est de nommer un nouveau directeur à la DGFCOR. Ça donne généralement comme l'impression que c'est au niveau du management de la DGFCOR qu'il y a un problème. Malheureusement, chemin faisant, 6 mois après, tous les gouverneurs se plaignent qu'il n'y a toujours pas d'argent. D'où ma question. Quelles sont les réformes que vous envisagez au niveau de la DGFCOR étant l'instrument principal, l'unique, de mobilisation des recettes locales, parce que c'est ce dont il est question ici, pour que 6 mois après, une année après, les Mboka nous disent qu'il n'y a pas d'argent. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une coutume. Même aux États-Unis, quand le président passe, il vient avec son administration. C'est que c'est dans sur ces coutumes politiques que l'on fait souvent ça. Mais il peut y avoir toujours des exceptions. Lorsqu'un gouverneur vient, il peut trouver une personne qui est en collaboration avec elle, avec l'autorité nouvelle. Oui, comme vous l'avez dit, j'ai observé, puisque quand vous arrivez quelque part, vous commencez d'abord par observer le système. Vous voyez comment le système tourne, les éléments du système. Vous savez que par définition, quand on définit un système, on dit que le système est un ensemble d'éléments qui sont en relation d'interdépendance. Les relations qui font que si un élément du système change, directement, ces changements affectent tous les autres éléments et le système aussi change. Et c'est ça ce que nous sommes en train de voir.
les réformes, nous avons déjà vu, c'est surtout au niveau du recouvrement. Au niveau du recouvrement, il faut penser à une départementalisation. C'est que départementaliser les gens qui doivent amener les informations des finances au recouvrement. Il faut commencer d'abord par responsabiliser. Nous avons des antennes, par exemple, maintenant ils sont en conciliation des chiffres. Nous avons pensé que prochainement, pour faire la conciliation des chiffres, il faut commencer par différents sites. Par exemple, vous êtes à Chibongo, on fait la conciliation de Chibongo. On fait la conciliation de Kanchi, on fait la conciliation de Chilamba. Hein, et comme ça, on les fait. On a d'abord les informations sur toutes les entrées sur les différents sites. Et ces gens-là sont des responsables de ces sites-là qui viennent maintenant avec ces informations au recouvrement. Et ça va nous aider à déceler là où, et c'est avant la digitalisation, on peut d'abord travailler humainement pour ces échanges d'informations, avoir des informations en temps utile sur ce que fait chaque site ou bien chaque poste fixe. Là où nous avons. Et c'est à partir de cela, et aussi demander à l'inspection provinciale des finances d'être aussi debout pour faire aussi le suivi. Voilà un peu de manière succincte ce que nous pouvons faire maintenant pour avoir des informations en temps utile et voir aussi les personnes qui sont appelées à activer quand même ces sites-là. C'est que nous avons observé, notre registre est comme une banque mobile, mais il faut aussi voir les gens qui doivent travailler là-bas. Ce n'est pas quelqu'un qui ne sait pas d'abord écrire, puisque là, il faut d'abord savoir écrire. Et écrire même aussi des chiffres en toutes lettres, puisque nos imprimés, si vous les trouvez, vous allez trouver qu'on écrit en lettres et en chiffres et en lettres. Mais si vous trouvez une personne qui ne sait même pas bien écrire, d'abord, toutes ces histoires-là, quand on vous présente un document, et tout ça, ce sont des éléments que nous avons déjà détectés et nous devons quand même nettoyer pour avoir quand même des gens qui peuvent vous donner des informations fiables et sécurisées. Voilà ce que... Parmi ces premières décisions, c'est changer quelqu'un à la tête de la DGKO. Mais je crois que si cela est vrai, et donc le gouverneur Capot a fait exception. Parce que, s'il vous plaît, il a changé. S'il vous plaît, ce n'est pas parmi ses premières décisions. Parce qu'il y en a eu autant. Ce n'est pas sa première. Il y en a eu autant. Et voilà. Et donc, ce principe ne s'est pas vérifié chez le gouverneur Capot. Parce qu'il a déjà pris beaucoup de décisions et celle-là est venue. Il a pris même quelqu'un qui était seulement au sein de la oui, c'est une information. Celui-là, il ne l'amène pas de quelque part. C'est un agent de là qui a connu, on peut dire, une promotion. Son nombre de promotions aussi. Oui, c'est ce que je voulais dire, que quand vous avez une vision, il faut aussi vous faire accompagner des gens qui peuvent vous aider à accomplir cette vision-là. Et si vous trouvez que les gens qui vous entourent ne peuvent pas vous permettre de faire ça, moi je ne pense pas que parce qu'il faut faire la... Non, je pense même que la première chose qu'il faut faire, c'est changer tout ce qui est autour de vous. Sinon, au lieu de vous amener vers votre vision, il faut vous amener ailleurs. Il faut vous rassurer que celui que vous mettez telle part, vous le mettez parce qu'il a déjà intériorisé votre vision. Donc ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas nouveau. Donc on commence par Gédéon, puis on va chez Constant. Effectivement. Merci beaucoup. C'est Gédéon Kamabaji, RTNC. Je voudrais demander à Monsieur le ministre des Finances, est-ce que le fait de commencer les recouvrements forcés en ce mois était une bonne lecture politique faite par vous, étant donné que
dans pratiquement un mois et quelques jours, ça sera automatiquement la période de courtoisie. Ne serait-ce pas une manière d'enfoncer monsieur le gouverneur, parce que quand vous n'aurez pas recouvré suffisamment de fonds, le discours sera le même. Les fonds n'ont pas été mobilisés et rien de pragmatique ne peut être mis à la portée de la population en termes de réalisation. Merci. Le gouverneur Capot est venu aussi presque à la fin de l'exercice budgétaire. Il a trouvé que la province était en difficulté sur le plan de finances. Ces difficultés provenaient par le fait qu'il y avait manque d'imprimer des valeurs. Lorsqu'il est venu, puisqu'il avait trouvé qu'on avait déjà conclu le marché, et la conclusion de ce marché a suivi une procédure normale, telle que l'autorité de régulation des marchés publics l'avait voulu. On a passé que c'est pour la toute première fois que la province du Kasaï oriental a signé un marché en respectant la procédure. Et même la Cour des comptes était venue, a vu tous les dossiers. La Cour des comptes a félicité la province, puisque la fois passée, les marchés qui étaient signés, c'était souvent des marchés de gré à gré. C'est qu'on refuse souvent. Il faut toujours avoir l'annonce, c'est que nous avons fait. Mais c'était maintenant dans les contrats, c'était dit que c'était la province qui devrait d'abord débourser à peu près 30% du montant pour donner à l'imprimeur afin que celui-ci puisse nous fournir des imprimés de valeur. Et voilà que cela n'était pas fait durant tous ces temps, puisque au cours de l'année, on voudrait faire et procéder au recouvrement forcé comme le calendrier fiscal nous le demande. Mais qu'est-ce qui nous avait bloqué? C'était les imprimés de valeurs. Il y a eu quand même des murmures. Et je le dis bien, même dans les maisons d'achat de diamants, puisque eux, ils achètent souvent les cartes des négociants. Et ces cartes-là, il y en a de diamantaires qui ont payé ça. On leur a donné des notes en attendant qu'ils aient la carte. La carte là, c'est ça l'imprimé de valeur, mais on n'avait pas ça. Ils ont même commencé à qualifier les autres des escrocs, des voleurs, et cela a affecté même sur la mobilisation des recettes. Et quand le gouverneur Jean-Paul est venu, j'ai lui soumis le problème pour lui faire voir que nous avons besoin de l'argent. Mais pour avoir cet argent, l'argent appelle l'argent. C'est-à-dire que nous avons les imprimés de valeur. Pour les avoir, il faut d'abord payer de l'argent. C'est ainsi qu'il a accepté d'initier une instruction permanente demandant à la banque de pouvoir virer dans les comptes de l'imprimeur. Et l'imprimeur, en ce moment-là, qui était en difficulté déjà avec ses fournisseurs, a commencé à nous fournir les imprimés de valeur. Et comme le calendrier fiscal nous demande de procéder au recouvrement forcé à 2 fois, c'est que nous sommes sur la voie légale de recouvrer, de passer au recouvrement. Et c'est pourquoi nous continuons la sensibilisation, nous faisons voir à notre population qui est assujettie d'accepter. Si cette population aime le Kasaï oriental, chacun doit quand même payer ce qui lui est dû. Vous êtes dans une parcelle, vous n'avez pas payé l'impôt foncier, venez payer. Et j'ai même déjà parlé, après le dialogue fiscal, j'ai échangé, puisque nous sommes soutenus maintenant pour la mobilisation des recettes. Le projet encore nous a soutenus, nous avons des motos, nous avons des ordinateurs. Et d'ici là, nous sommes en processus de la digitalisation, et toujours avec le soutien et l'appui de la Banque mondiale. Et c'est cela qui va nous aider quand même à avoir de l'argent. Si on aime sa province, on doit contribuer aussi. Mais cette contribution-là est légale. Après le dialogue, j'ai initié le plaidoirie fiscal, un plaidoyer fiscal. Le plaidoyer fiscal, j'ai même déjà commencé le contact. C'est qu'après
cette activité-là, nous allons demander à l'autorité provinciale, au président de l'Assemblée, le chef d'entreprise, celui qui n'a pas encore payé son impôt foncier, on va quand même, ils vont payer publiquement pour quand même montrer à toute la population que chacun doit payer son impôt. Oui. Mais le temps n'est pas toujours de notre côté. Nous sommes en train d'atterrir. Nous en avons pour, je vois bien là, 7 minutes. Bonsoir. Et c'est comme ça fait mal, mais on est obligé de faire avec. Et il nous a laissé, je crois que le programme de tout ce qui va suivre, nous allons le faire pour que notre chef de division qui a servi cette province, qui a servi ces pays, soit à tous les moins inhumé, en tout respect et avec dignité. Silence pour honorer la mémoire de notre chef de division. On peut se rasseoir. Je donne la parole à Constant. Nous assistons à un nouveau discours au Kassai-Oriental depuis l'avènement du régime Tshisekedi. Les autorités provinciales au Kassai-Oriental disent toujours qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Monsieur le ministre provincial de l'économie, pensez-vous qu'avec ces mains forcées que vous avez lancées, vous pouvez parvenir à nous amener, à nous apporter un budget d'investissement au Kassai-Oriental? Et à quand la fin de la période de ces recouvrements forcés? Vous avez laissé les gens de Kanyamakassé vendre le maïs, un sac de maïs à 82 000. C'est pour donner raison à ceux-là qui disent que les ministres de l'économie prélèvent un pourcentage à chaque sac. Monsieur le ministre, je vous remercie. Est pertinente. Vous savez, le maïs constitue l'aliment. L'observation, c'est par rapport au traitement des agents de la DGRKO. Vous les envoyez sur le terrain alors qu'il y en a qui ont 5 mois, 6 mois de paiement. Est-ce que vous pensez qu'ils vont travailler avec toute conscience? Une note, c'est du maïs de Kanyamakassé. Quelque part, il faudra qu'on se gêne quand on en parle. Parce que, disons-nous la vérité. Depuis tout ce temps, quand ce maïs-là n'était pas encore venu, les gens achetaient le maïs où, à combien et dans quelles conditions? Pourquoi est-ce que, quand le maïs de Kanyamakassé arrive, on doit arrêter le temps? Non, mais faisons les choses convenablement. Quand le maïs est arrivé, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, était à Kinshasa dans une mission officielle. Ils sont arrivés. On a dit qu'il faut attendre que le gouverneur revienne. Et quand le gouverneur est revenu à chaud, on lui a posé cette question pour dire la population attend acheter le maïs qui est arrivé de Kanyamakassé. Il a dit OK. Et on a fait voir que les responsables de ce maïs commencent déjà à vendre. Sans pour autant, parler avec le gouverneur. C'est ainsi qu'il a dit, moi-même, je veux voir les responsables pour que nous puissions parler et renégocier les prix pour équilibrer les choses. Et à ce niveau-là, peut-être qu'il n'y a pas eu d'issue favorable. D'où vient cette histoire du genre, oh non, le ministre veut avoir un pourcentage. Il va l'avoir dans... Comment? Expliquez-moi un peu. Donc, ce sont des rumeurs et c'est ça qui tue notre Kassai. Ce sont les rumeurs. Vous allez voir que, au lieu qu'on... Combien de fois les gens font des débats du genre, partout dans la cité, font des gens, mais si moi je fais un champ de maïs, toi tu as ton champ, on peut avoir du maïs, pourquoi on... Mais c'est toujours, oh non, mais lui va avoir un pourcentage. Mais les questions essentielles qui peuvent amener notre province à monter de niveau, on n'en parle jamais. Pourquoi il faut engager un débat qui nous réduit? D'abord, quand vous le dites, tout le monde nous suit. Est-ce que ça honore l'image de marque de cette province? Où un petit rien en termes de maïs arrive, c'est comme si ce maïs-là devait être donné gratuitement. Ça n'existe nulle part. Et même si le vendeur voulait vendre à un prix qui n'est pas abordable, c'est question de parler. Ça ne demande pas qu'on fasse des débats radio diffusés, des débats télévisés pour des questions du maïs. Ça nous réduit. Moi, je crois que le discours ou le débat que nous devons faire, comment nous devons nous y prendre par rapport à cette question de produire du maïs. On quitte le maïs que nous mangeons
on entrevoit même le maïs qu'on peut exporter dans d'autres provinces. Quand est-ce qu'on va parler de ça? Si déjà nous sommes à ce niveau-là, moi je crois que nous pouvons élever les débats et certaines choses nous feraient quelque part nous générer pour en parler. N'oubliez pas, le monde nous regarde et il ne faut pas que tout ce que nous avons comme débat, c'est le prix du maïs. C'est un peu croquignolesque, comme on peut dire en un français le plus récent. Merci. Les explications. Là, vous avez 2 minutes, Excellence, parce que notre temps est terminé. Ramassez rapidement. Oui, il faut que je clarifie aussi. Par exemple, pour le traitement des agents des Cahors, c'est une situation que nous avons trouvée. Cette situation, comme on a parlé même de précarité de la rétrocession, c'est que puisque c'est dans les budgets de l'État que nous ressourçons. Si vous venez voir notre budget, vous allez voir que il y a la part du gouvernement central et la part du gouvernement provincial, et la sommation des deux constitue ce que nous avons comme budget, et c'est là qu'il y a cet argent-là qui peut être alloué à la rémunération. Nous avons trouvé cette situation-là et nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour remédier. D'ici là, on va d'abord payer 3 mois aux agents de la DG Cahors, puisque tout est déjà fin prêt. Il ne reste que l'administration bancaire pour qu'ils puissent d'abord percevoir. Et la situation de Kanyama, Kanyama c'est un service national. Vous savez que Kanyama Kassessa a eu un financement du fonds de la promotion de l'industrie. C'était sur ordre du chef de l'État. C'est que le Kanyama Kassessa devrait venir pour la stabilisation des prix sur le marché. Mais si vous voyez actuellement, ils se comportent aussi comme les autres commerçants. Avant de venir avec leur maïs, ils doivent avoir l'information sur les prix qui est sur le marché et donner leur prix en corrélation avec le prix qui est sur le marché. Ce n'est pas leur mission, c'est qu'ils ont débordé. Et comme l'a dit mon collègue, j'ai assisté à l'échange entre l'autorité, c'est l'histoire d'agir militairement. Hein, ce que nous avons, il faut du temps pour que les autres voient que même si je suis militaire, mais quand il s'agit de poser une cause nationale, on doit quand même échanger pour montrer notre sens de patriotisme. Le général avait demandé au gouverneur, en étant à Kinshasa, que je viens à Bujimaï pour que nous puissions lancer ensemble la vente de maïs. Mais à notre grande surprise, on a vu le général lancer la vente sans le gouverneur. Puisqu'on devrait se mettre d'accord sur les prix et sur l'encadrement même des activités. Et à notre grande surprise, on a vu qu'on a commencé la vente de maïs. Directement, le gouverneur a appelé le coordonnateur de Kanyama Kassessa. On m'a appelé, le coordonnateur a dit, tout se décide, ce n'est pas ici. Le prix de maïs, ce n'est pas fixé ici, ça se décide auprès du général Kassongo. C'est lui qui décide, qui donne le prix. Ainsi, l'autorité a pris langue avec lui. Il y a eu une discussion. L'autorité lui a demandé, non, le maïs, vous venez pour suppléer, c'est que pour stabiliser le prix et assister quand même la population, vous pouvez rabaisser même de 10 000 francs. Le général lui a dit, non, je vais aller à 80 000. L'autorité a dit, non, mon général, en dessous de 80 000. C'était un jeudi. Le général lui a dit, voilà, Excellence, donnez-moi, accorde-moi du temps, je vais faire des calculs et je vais vous répondre. C'est depuis le jeudi là, c'était vers 18h, qu'il a donné cette parole. Vendredi, on a attendu l'appel, samedi, jusqu'à ce jour. Et
Nous n'avons pas voulu les attaquer. Comme ils se comportent comme des commerçants, nous les avons laissés. Ils passent là au péage, ils ne payent pas. Hein? Ni la taxe, ils ne payent pas. C'est qu'ils viennent comme ça en potentat et ils imposent ces prix-là. C'est ainsi que nous les avons laissés. Nous-mêmes, nous allons nous prendre en charge. La politique provinciale, c'est que nous-mêmes, nous allons solliciter aussi des engins. Si une petite information, les engins que nous avons là-bas n'ont pas de charries et des herses. L'autorité provinciale a pris langue avec les gens de Boadi pour quand même nous venir en aide. La province a cette politique-là, pas d'avoir un champ de la province. Si la province a un champ de la province, c'est un échantillon, mais la province va collaborer avec vous. Constituez-vous en des coopératives, on va travailler avec les chefs de village. La province va, puisque c'est quand même une agriculture mécanisée et non primitive, on va quand même cultiver pour des gens et on va se partager. La province peut même prendre même 30% et faire en sorte qu'elle achète même ce que vous allez produire. Si vous avez suivi avec le ministre de l'économie nationale, nous sommes allés voir même la minoterie. Nous avons déjà des atouts. Nous avons à la MIBA, il y a une minoterie de capacité industrielle. Et on va quand même signer des partenariats entre la province et la MIBA pour l'utilisation de cette minoterie-là. C'est que nous allons nous prendre en charge. Nous allons faire voir aux autres là que nous sommes quand même capables, puisque nous avons des potentialités, nous avons des terres arables et nous allons nous assumer. Nous voulons quand même combattre l'exode rural et même le phénomène de quitter la province pour aller ailleurs. Nous allons travailler. Tous ces éléments que vous avez mis à disposition. C'est un long des hommes et des femmes de la presse ici réunis, ce dont j'ai dit merci à tout le monde parce que on ne va pas terminer tout aujourd'hui. Ce n'est qu'un premier pas, il y en aura autant. Nous allons continuer cet exercice pour que ce devoir de redevabilité soit honoré. C'était le premier pas, comme je venais de le dire. Le premier pas n'est pas facile à faire, mais nous l'avons fait. Et je vous félicite, comme je félicite Excellence qui a accepté de venir se soumettre à cet exercice. Et par là, en un mot, tout comme Ami, je vous dis merci et je vous fixe un rendez-vous à la prochaine pour que un autre ministre soit devant vous pour échanger et c'est notre population qui gagne. C'est là.